Calreco. Audio 2096. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Calreco et vous êtes les bienvenus. Alors, après le dernier épisode en date, plutôt techno-transhumaniste, cet entretien avec Maxime Fourne sur les dangers imminents du développement de l'IA, entretien d'ailleurs qui, à mon sens, n'a pas eu l'audience qu'il méritait, eu égard aux sérieux problèmes qui y sont évoqués, puisqu'on y parle juste de l'extinction de l'humanité dans des délais très courts, si rien n'est fait. Alors je sais pas si cet épisode n'a intéressé personne ou si il a été invisibilisé par YouTube. Franchement, je n'en ai pas la moindre idée, mais je suis bien déçu qu'il n'ait pas atteint sa cible parce qu'on y parle de problèmes très très importants et qui nous concernent tous. Bon, alors là, si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Mais pour l'heure, je vous propose de nous reconnecter à notre environnement social et politique et d'aborder des problématiques tout aussi importantes avec un invité que j'ai été ravi de rencontrer pour Calreco. Un invité dont je mesure dans chacune de ses interventions sur les réseaux la pertinence. Vous le savez, dans ce podcast, je tente de faire des ponts entre matérialisme et idéalisme et j'essaye d'amener dans les interviews un peu de profondeur, un peu de spirituel, pas au sens religieux, mais un peu de profondeur et de réflexion. Je choisis des invités qui aiment penser en dehors du cadre, qui développent un large champ de pensée et qui donnent une grande importance au sens, car le sens, c'est la vie. Et comme par hasard, d'ailleurs, ces gens sont aussi, en général, des humanistes. Je ne veux pas dire par là que les rationalistes extrêmes en manquent, mais il pourrait y avoir corrélation, à mon sens, entre bienveillance et ouverture d'esprit. Il faudrait faire une étude. Je vous propose donc, aujourd'hui, chers auditeurs, un entretien passionnant avec Harold Bernat, que j'ai rencontré cet été à Bordeaux, dans le jardin de mon ami Patrick, que je salue au passage. Harold Bernat est professeur agrégé de philosophie, auteur de plusieurs essais dont le dernier en date est La défaite de la majorité que j'ai lu cet été avec grand intérêt. Je le conseille d'ailleurs à tous ceux qui voudraient un éclairage sur notre impuissance politique et comment tenter de renverser la table. Harold est très présent sur X avec des tweets parfois corrosifs mais toujours pertinents. Auteur également d'un blog sur le QG Média, le média de Aude Lancelin. Il co-anime tous les 15 jours en compagnie d'ailleurs de cette même Aude Lancelin et de Didier Maisto, Quartier Populaire, une émission de la chaîne QG dans laquelle les trois animateurs proposent une réflexion poussée sur les solutions pour reprendre le pouvoir aux incompétents qui l'ont accaparé. Trois animateurs, 3 ans, un seul objectif, tout leur reprendre en 2027. Ça va pas être facile, mais je vous conseille vraiment cette émission, moi que je suis depuis le début avec assiduité. Eh bien, je vous propose que nous commencions par une présentation par l'intéressé lui-même, Harold Bernat, mesdames, messieurs. Merci pour ton invitation. Moi, mon parcours, c'est le parcours, on va dire, un peu classique d'un professeur de l'éducation nationale, puisque j'ai commencé par faire des études de philosophie, puis un peu de sciences aussi. J'ai fait une licence de maths et de la philo. Bon, je voulais me destiner à l'enseignement, c'était mon objectif au départ, donc j'ai pas hésité là-dessus, sur cette question d'orientation. Donc j'ai passé les concours, CAPES, agrégation, et ensuite j'ai commencé à enseigner. J'avais un objectif qui était d'enseigner à l'université. Et puis très vite, aussi pour des raisons familiales, je me suis orienté vers l'écriture,
plus personnel. J'ai eu du mal à m'inscrire dans un cadre universitaire avec des exigences quand même pour moi très abstraites. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à l'enseignement. Et ça m'a énormément formé, enfin les classes que j'ai pu avoir, des classes techniques en particulier, en début de carrière, parce que j'étais dans l'Est de la France. Et je me suis aperçu que, évidemment, je devais confronter ma formation intellectuelle à un public qui n'avait pas les prérequis, qui n'avait pas les horizons d'attente que moi j'avais. Et donc une sorte d'hétéronomie radicale qui m'a formé. Et je dirais que ça a commencé comme ça. Et à partir de là, en complément de mon travail de prof, j'ai écrit. Voilà, j'ai commencé à écrire. Donc j'ai tenu un blog pendant très longtemps sur Le Monde, un blog un peu confidentiel, qui n'a jamais été relayé. J'avais énormément de textes pendant des années. Et donc j'ai fait ce blog-là, ça m'a formé. Et après j'ai commencé à écrire à côté des textes, en particulier sur l'individualisme. Après j'ai fait un pamphlet sur Michel Onfray, que j'avais repéré pour moi comme une déviance et voire une escroquerie du champ intellectuel français. En 2006, donc c'était quand même il y a très longtemps. Bon, j'ai eu une première expérience de publication un peu à compte d'auteur, parce que j'ai pas trouvé d'éditeur, on tire pas sur la vache à lait. À l'époque, c'est ce que m'avaient dit des éditeurs et des libraires. Donc ça m'a formé aussi dans la confrontation intellectuelle. Je me suis dit, il y a les idées, mais aussi la matérialité du livre. Comment ça se passe, les réseaux de diffusion, etc. Voilà, donc j'ai toujours écrit beaucoup, tout au long de ces années, jusqu'un premier événement, c'était en 2012, où là, j'ai été contacté par une connaissance pour faire un bouquin chez Flammarion, une nouvelle collection qui s'appelle Antidote. Et donc, j'ai proposé un bouquin sur l'adaptation. Voilà, faut-il s'adapter à tout, en gros. Et le titre a été relooké Vieux Réac. Alors c'est très intéressant comme expérience médiatique. C'est ma première vraiment expérience médiatique. C'est que ce bouquin donc a été retitré Vieux Réac un peu pour faire le buzz, enfin, pour essayer de surfer un peu sur cette question-là. Hollande venait d'être élu. Et le bouquin sort en 2012, en septembre. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il a été pris dans la mouvance critique du mariage pour tous. Ce qui n'a rien à voir avec mon bouquin, en fait. Et donc, moi, j'ai été identifié par les médias comme nouveau réac. Et donc, j'ai été présenté comme ça. Alors qu'en réalité, le bouquin parle de la réaction à la globalisation. On y reviendra, ou à la mondialisation. Et j'avais repéré, avec différentes lectures, en particulier, je cite pas mal Debord, Baudrillard, j'avais repéré en fait qu'il y avait justement cette espèce de fracture fondamentale entre ce qu'on retrouvera aujourd'hui entre, on va dire, les souverainistes et les globalistes, ou entre les réactionnaires et les mondialistes. Enfin, on peut redistribuer ces dichotomies comme ça. Et donc, c'était en fait un bouquin assez politique, même s'il n'était pas très structuré du point de vue de la lutte sociale, mais il était quand même fortement politique. Et tout de suite, la lecture dans le champ médiatique était sociétale. C'est-à-dire qu'il y avait une impossibilité de poser ce problème frontalement, politiquement, socialement et politiquement, et donc j'ai été récupéré du point de vue sociétal. Tant et si bien que j'ai été invité chez Ruquier, On n'est pas couché, c'était l'émission de Ruquier, et il y avait Marisol Touraine, et en fait je devais jouer le rôle, puisque tout est casté dans ce genre d'émission, je devais jouer le rôle du réactionnaire qui était contre le mariage pour tous. J'ai eu une nana de la prod de France 2, et je lui ai dit que non, je ne ferais pas ça, je ne viendrai pas à cette émission-là, parce que c'était pas l'objet de mon livre, et que j'étais pas un bouffon pour faire du catch et présenter des idées qui n'étaient pas les miennes. Elle était très choquée, parce qu'on ne refuse pas ce genre d'émission. Flammarion était très choqué aussi, que je refuse l'émission, et donc ça a été la fin de ma collaboration avec Flammarion. Tu joues pas le jeu, tu vas pas vendre ton cul dans une émission sur France 2, donc voilà. La réception médiatique du bouquin a été très intéressante parce que j'ai eu des articles de témoignages chrétiens, Le Figaro, j'ai eu La Décroissance, j'ai eu plein de choses. Par contre, il y a toute la presse mainstream, en fait, c'était impossible. Impossible de poser cette question en 2012. Absolument impossible. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il y a un trou d'air qui est colossal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser cette question. Et cette question est recouverte par des questions dites, on verra après, mais dites sociétales. Et je me suis intéressé au phénomène Macron en 2015. J'ai vu monter cet individu. Alors je m'intéressais évidemment à la trajectoire socio-libérale du Parti Socialiste, on y reviendra, et surtout ça reprenait en fait les thèmes que j'avais travaillés, c'est-à-dire l'anéantissement du politique, le globalisme, une espèce de discours complètement d'extermination du signifiant, les mots n'ont plus de sens, et en particulier on nous l'a présenté comme un philosophe.
Et en fait, c'est sous cet angle-là que je l'ai pris. Je l'ai pris sur l'angle culturo-mondain. C'est-à-dire comment on avait besoin, pour accentuer la dévastation globaliste, de vendre un signifiant culturel, philosophique, hein, dans le milieu mondain parisien. C'était très important de nous vendre le président philosophe. Ça, c'était très très important. C'était grotesque, évidemment. C'était risible, c'était une bouffonnerie. Mais personne pouvait... là aussi, on ne pouvait pas faire entendre cette voix. Et donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait des textes là-dessus, un peu sérieux, j'ai lu ce qu'il avait sorti, son bouquin Révolution, donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai cherché un éditeur, donc ça sort en 2017, et ça sort évidemment dans l'Indifférence générale, totale. Alors on le savait, c'est sorti en octobre, on le savait parce qu'il y a une batterie de textes qui sont sortis là-dessus. Ça a envahi les étals, hein. De toute façon une fois que les étals sont saturés, il n'y a pas de place. Et donc il n'y avait pas de place. J'ai eu une chronique. Et ça, c'est très important, je vais en parler ici. J'ai eu une chronique sur France Culture, qui a été donc Eugénie Bastier, donc du Figaro, bon, et Alexis Lacroix, c'est l'Express, je crois. Il y a 2 bouquins en 2017 qui sont sortis à charge contre Macron. Il y avait mon bouquin, donc Le néant et le politique critique de l'événement Macron, et il y avait un bouquin de Taguieff, Macron, miracle ou mirage, avec une question. C'était intéressant, plus nuancé que le mien. Moi, c'était vraiment une charge, hein. C'était un plaquage cathédral, hein. J'avais identifié, je pense, le problème de façon définitive. Et j'étais pas invité à l'émission pour me défendre. Et bon, en fait, c'était un peu, comment dire, oui, c'est un livre un peu comme ça, intellectuel, sympathique, mais un peu superficiel. Enfin bref, bon, j'ai été un peu, voilà, ils ont fait le travail, on va dire, tout en observant qu'il y avait quand même une question et un problème. Voilà. Bon, 0 couverture de presse, ni rien du tout. Et les choses, évidemment, s'enchaînent. Et ensuite, évidemment, on a eu les conséquences de l'élection de Macron. Alors, je vais donner 3 conséquences. La première conséquence qui m'a formé énormément politiquement, ça a été le combat qu'on a mené contre Blanquer. Puisque, on pourra en reparler, hein, il y a eu une attaque absolument frontale contre les disciplines, évidemment, au lycée, et puis l'aggravation de la réforme néolibérale, mais aussi sur notre discipline. Hein, puisqu'on a été sauvagement attaqué, hein, puisque la série littéraire a disparu. Au départ, dans les cartons, il faut savoir que c'était 2 heures de philosophie et pas 4. Hein. On a réussi à arracher 4, hein, mais c'était 2. Donc ces gens voulaient nous abattre, en fait. Voilà. Et c'était très clairement identifié. Et que ce soit le président philosophe soutenu par 50% d'agrégés au premier tour en 2017 qui fasse le travail, pour moi, c'était trop, quoi. C'était en fait la goutte de trop. Et donc on s'est lancé à la suite en plus, parce que les Gilets jaunes étaient déjà là. On s'est lancé dans une grève en 2019 de rétention des copies du bac, bon, qu'on a porté localement, c'est un mouvement national. Et là, j'ai mesuré évidemment qu'on avait changé complètement de paradigme. C'est-à-dire en 2003, il y avait une réforme des contenus d'enseignement disciplinaire en philosophie qui était tenue par des universitaires. Il y avait Fichant en particulier qui avait un petit peu réorienté. On luttait contre la mise au pas de notre discipline, et en particulier les éléments de détermination, et puis on voulait préserver notre liberté, notre autonomie intellectuelle en fait, finalement. Et on était soutenu par des universitaires. En 2019, c'était fini. 15 ans après, les universitaires étaient balayés. C'est Sciences Po, la Com, les écoles de commerce, Mathieu, Sciences Po Lille, qui cornaquait, qui tenait tout, avec un ministère avec des petits cabinets très fermés, Cyril Delay pour le grand oral et le blabla oratoire, Pierre Mathieu, et de la violence institutionnelle. C'est-à-dire, vous n'êtes personne, des sanctions qui ont été portées, et puis des barbouzeries administratives, institutionnelles. Enfin, moi, je reconnaissais pas du tout le cadre de la fonction publique dans lequel j'étais inscrit, et des violences terribles. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ok, on est en fait dans une transformation profonde de l'État, qui n'a plus rien à voir avec une république ou quoi que ce soit, une démocratie, n'en parlons pas. Et ça va être très très dur. Et évidemment, en parallèle, il y avait les Gilets jaunes. Bon, moi, j'ai été assez impliqué à Bordeaux. On a manifesté, il y a eu toutes ces violences terribles. Bon, et puis ensuite, évidemment, le Covid. Avec c'est la suite, quoi, c'est-à-dire une servilité, voire une logique de soumission totale de l'institution à des groupes qui en fait administraient la France à partir de cabinets de conseil, à partir d'agences occultes, d'agences secrètes en fait finalement, et soustraites complètement au plébiscite populaire, quoi. Donc en fait, tu vois, ces 3 événements
l'événement un peu institutionnel à l'intérieur de l'éducation nationale, donc notre grève, notre lutte qui nous a beaucoup structuré, qui était très importante, puisque la rétention des notes du bac n'avait pas été faite depuis 1936 quand même. Ça a été minoré, mais c'était quand même un mouvement très fort, très bigarré, parce qu'on a retrouvé à la Bourse du Travail de Bordeaux des gens qui étaient dans des horizons politiques très différents. Ça allait de l'extrême gauche à des positions très républicaines, droitières, on va dire. Donc c'était très intéressant de vivre ce mouvement-là, et avec une reconfiguration du pouvoir autour d'un centre extrême, on va dire, qui pouvait plus être contesté, quoi, et indiscutable. Et donc 2022. Et à partir de là, j'ai évidemment investi les réseaux sociaux, un peu dans la lignée de mon travail depuis 2005 sur le blog du Monde. J'ai pris Twitter, puis X, pour essayer d'intervenir, pour faire valoir mes idées, avec des hauts et des bas, parce que c'est dur, c'est pas, les gens se rendent pas compte que c'est un travail qui est un peu harassant, et puis c'est psychiquement difficile, on y reviendra. Et là, j'ai suivi évidemment QG par l'entremise des mouvements de Gilets jaunes, et j'ai trouvé que c'était un espace évidemment très intéressant, parce que pluriel, parce que beaucoup moins dogmatique que d'autres espaces de discussion, qui accueillaient avec un certain risque intellectuel université. Et donc ça, c'est aussi beaucoup le travail de Aude Lancelin, qui m'a proposé d'écrire sur un blog, en fait, de QG, pour avoir un peu plus de visibilité et faire ce travail-là. J'ai un peu suspendu, mais là j'ai des textes que je vais reprendre. Et puis ensuite, un peu naturellement, elle a eu l'idée de former un peu cette réflexion bimensuelle pour ouvrir, encore une fois, le champ, parce qu'il y a il faut tout reprendre à zéro, quoi. Il faut refonder, et surtout, il faut laisser la place à des pensées qui ne sont pas immédiatement consonantes. Et c'est là où on a un vrai travail à faire. Ok, allez, on va poursuivre au sujet de Quartier Populaire, qui est un rendez-vous bimensuel donc sur la chaîne QG. Rendez-vous que je suis avec intérêt, mais la question que je me pose, qui se pose d'ailleurs, c'est cette perspective-là, 2027, parce que 2 ans et demi, 3 ans de Macron, ça va être très très long. Alors il y a cette procédure de destitution déposée par LFI qui n'aboutira certainement pas, mais ce qu'il y a d'intéressant avec cela, c'est que l'idée commence à germer dans les esprits et qu'elle va peut-être se répandre pour s'incarner dans quelques mois. Avant les élections de la fin du printemps, donc les européennes et les législatives, moi je m'étais dit que je ne voterais plus, c'était fini, et je me suis encore laissé prendre au jeu truqué de la mascarade électorale. Je me suis laissé prendre par l'espérance, et depuis je me suis dit qu'on ne m'y reprendrait plus, alors peut-être jusqu'à la prochaine, je ne sais pas. En tout cas c'est une vraie question. Que celle-ci, n'est-ce pas un peu naïf d'attendre un changement dans le cadre des institutions biaisées de cette 5e République? Est-ce qu'attendre l'horizon 2027 pour voir advenir un changement est raisonnable? Y a-t-il d'autres potentialités à explorer? Sur le vote, moi je veux revenir quand même aux mouvements sociaux. Bon, j'ai un souvenir très précis, place de la Bourse à Bordeaux. Il y avait, c'était un peu la queue de comète des Gilets jaunes. Il devait y avoir à peu près 1000 personnes place de la Bourse. Et il devait y avoir quasiment autant de CRS. Et je me souviens d'une dame qui, les larmes aux yeux, elle m'a dit « mais c'est fini, j'ai peur, je veux plus, etc. C'est fini, etc. » Il faut voir ce qu'ils sont capables de mettre en face. Et ça aussi, ça a changé. Moi, j'ai les souvenirs de manifs, même dans les début des années 2000, où on montrait notre cul au CRS, quoi, tranquillement. Enfin voilà, c'était... C'est fini, ça. C'est fini. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui est capable de molester, de brutaliser, de frapper n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Beaucoup de Français en ont pas encore parfaitement conscience. Pourquoi ? Parce que ils sont pas allés dans les manifs, ils n'ont pas vu ça de près.
Le problème, il y a les images. Le problème, c'est que les images, on peut toujours dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ou ils ont cassé une vitrine, etc. Mais quand on voit ce qu'on a pu voir dans les mouvements sociaux et la brutalité, pas la brutalité policière, mais je te parlais tout à l'heure de la brutalité administrative. Hein, moi, j'ai des copains qui ont été barbousés, qui ont été appelés à minuit par l'inspection, en disant, ce serait bien pour votre carrière quand même que vous ne fassiez pas grève. Ce serait quand même pertinent. Un autre ami qui, Amel, a été rétrogradé d'échelon pour faire de grève. Bon, René Chiche, hein, avec qui je peux partager certains constats, pas tous, mais qui a quand même pris 3 mois, je crois, voilà, sans traitement de salaire, tout ça pour des messages qui ne tombent pas sous le coup de la loi, a priori. Enfin, en tout cas, il n'a pas été sanctionné légalement pour ça, donc c'est vraiment des barbouzeries administratives. Et donc cette brutalité-là, elle nous oblige quand même à réfléchir, se dire, mais moi je veux bien, hein, il faut aller dans la rue, il faut manifester, il faut contester, mais penser qu'on peut faire craquer dans le rapport de force qui est le nôtre ce type de pouvoir-là par la pression populaire et par la pression populaire seule, mais je n'y crois pas, en fait. Alors le problème, c'est que je crois pas non plus vraiment au vote non plus. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas non plus la solution. Voilà, c'est un constat général qu'il faut faire. Mais quand on voit l'état du rapport de force et la brutalité dont ils sont capables et la manipulation des médias, parce qu'il y a quand même ça. Évidemment, moi quand je parle de petites histoires de barbouzerie de bac, enfin, personne ne sait ça. On a des députés qui voulaient notre radiation, mais personne en fait est au courant de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Enfin, moi j'ai quand même un copain là, dans l'académie de Toulouse, il voulait faire une AG de prof, l'inspectrice a dit, mais si vous faites ça, je vous envoie les CRS. Et il a dit finalement, il a fait je crois un article dans Mediapart, il a dit mais à ce moment-là j'ai été politisé en 3 secondes. C'est-à-dire j'ai compris en fait que j'étais pas simplement un bon élève qui a vu l'agrégation, qui était un bon fonctionnaire, un bon professeur de philosophie, un pompier de la République, hein, qu'on appelle quand il y a Charlie, quand il y a tout ça, là on nous appelle, mais que j'étais quelqu'un tout ça qu'on pouvait écraser administrativement sans discussion à partir du moment où je mettais, voilà, où je contestais en quelque sorte. Donc on en est là. Alors ça c'est le premier constat, et évidemment. Et puis alors le deuxième constat, moi, ce qui m'a donné envie aussi de participer à ce projet de quartier populaire, c'est vraiment le temps de l'élaboration politique, parce qu'on est pris dans des agendas électoraux, des urgences. Alors on fait des fronts, en veux-tu, en voilà, la dernière minute, n'importe comment. D'ailleurs ça tient pas, hein. Ça tient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élaboration politique. C'est ça qui est terrible. Et de la même façon, il n'y a pas d'élaboration, ou très peu, des résultats de nos manifestations. Très peu de reprises de bilan, en quelque sorte, on dirait de débriefing, tu vois, mais c'est un peu ça. Et ce temps d'élaboration, il n'est pas. Et aussi une peur de la conflictualité. Moi, j'ai assisté quand même à Bordeaux à une réunion de la NUPES sur les retraites, où il fallait écrire ces questions sur des petits post-it, c'était à l'Athénée, en entrant, et c'est un député France Insoumise qui sélectionnait les questions qui étaient adressées au parterre d'invités syndicalistes et députés, voilà. Et là, je suis désolé, mais moi, ça va pas, ça. Ça me va pas. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre le contrôle. De perdre le contrôle. Alors, avec des arguments qui sont en fait des arguments, alors là, pour le coup, très droitiers. C'est ça qui est bizarre. Il y a des arguments, oui, mais ça peut déborder. Oui, mais la démocratie, ça déborde. Et puis, si on entend des choses qui nous plaisent pas, ben, on y répond. Mais ça va pas du tout. Et donc, troisième chose, le noyautage. Ce que j'ai constaté très souvent, c'est qu'il y avait plein de sujets qui n'étaient pas abordés, parce qu'à l'intérieur du mouvement social ou des syndicats, on ne pouvait pas aborder. J'ai un cas à la Bourse du Travail avec la CGT, où j'ai dit, il faut quand même parler du pass vaccinal. Enfin, c'est quand même quelque chose, ça va pas du tout, là. Moi, j'ai refusé d'amener des élèves à Paris. Alors, le pass vaccinal a sauté entre-temps, mais au moment où on a décidé du voyage scolaire, j'ai dit, je n'amène pas des élèves à Paris avec le pass vaccinal. Pour moi, c'était non. Mais c'était pas discuté. Et un représentant de la CGT Éduc m'a dit, oui, mais tu comprends, un rôle, c'est clivant. C'est un sujet clivant. Donc voilà. Alors, si c'est clivant, alors on fait plus de politique, enfin, plus de conflictualité, plus rien. Et donc, je trouvais que là, c'était le moment. On est à 3 ans. C'est des élections absolument, à mon avis, majeures. On sait, hélas, que dans la 5e, le problème, c'est que l'élection normative, c'est l'élection présidentielle. C'est institutionnellement, on en est là. D'ailleurs, Mélenchon joue que là-dessus. France Insoumise ne joue que là-dessus. C'est une écurie pour lancer Mélenchon. À la campagne présidentielle, c'est leur seule stratégie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune élaboration entre-temps. Et donc, on attend que ça se passe. Et puis au dernier moment, on va dire, qui peut y aller? Qui peut faire 20, 22%? Il y a Mélenchon, on envoie Mélenchon.
Avec moi, ma position, c'est que Mélenchon, c'est mort et que voilà, c'est fini. Donc il n'y a pas d'espace, en fait. Et donc il faut reconstruire cet espace-là. Et le problème, c'est que en amont de ça, et c'est là où on a très bien intériorisé la logique de la 5e et la logique de la société du spectacle, c'est oui, mais il nous faut des noms. Il nous faut un nom, il nous faut quelqu'un. Il nous faut qui, en fait. Alors c'est qui, exactement. Et on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il vaut mieux créer un collectif, à la limite presque nébuleux, enfin, mais un collectif, même si c'est pas la référence, je sais que cette référence peut faire crier, mais c'est exactement ce que dit Lénine dans Que faire, hein. Des quelques leaders, en fait, enfin, quelques têtes qui orientent un peu tout ça, qui ont la volonté de le faire. C'est pas un problème de puissance intellectuelle, hein, c'est un problème de volonté, de désir de le faire. Et après, ben, on envoie ce qui émerge, en fait. Mais ce qui émerge de quelque chose qui est en construction. Parce que là, qu'est-ce qui va émerger? Mais il va rien émerger du tout, tout est joué. D'ailleurs, les médias raffolent de ça. Ils ont déjà leur nom, ils ont déjà leur sondage, ils ont déjà leur scénario, c'est déjà écrit. Bardella Attal, ou je sais pas quoi, ou Marine Le Pen. Voilà. Et donc, il faut arriver à contrer ça. C'est très difficile. Je m'informe plutôt pas trop mal sur pas mal de sujets parce que produire un podcast implique cela et la lecture du monde que je peux avoir en ce moment ne m'emmène pas vers un enthousiasme débridé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes à un moment de notre histoire qui est d'une absurdité confondante, une sorte de décadence, de fin de civilisation. Même si l'histoire de l'humanité s'est façonnée de périodes de crise en période faste, nous n'avons jamais réellement été face aux dangers, au pluriel, hein, qui s'avancent. Dérèglement climatique, guerre mondialisée, et puis le plus urgent, celui dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, le développement très inquiétant de l'IA. Alors personne ne s'en rend compte de celui-là, mais c'est peut-être le pire et celui qui arrive le plus vite en face de nous. Donc voilà, vous référez à l'épisode précédent si cela vous intéresse. Je suis donc à un endroit où je me dis qu'il faut attendre peut-être de toucher le fond en espérant le moins de dégâts possible pour reconstruire ensuite. Alors c'est pas Jojo, mais c'est un constat que je fais. Bon après, voilà, nous n'avons pas tous les éléments pour juger des forces de l'histoire en action dans le présent et finalement, voilà, on ne sait pas. Hein. Tout peut se passer, c'est vrai. On ne sait pas. C'est-à-dire que le problème, on peut pas. C'est ça qui est compliqué en politique, mais on peut pas statuer a priori, en particulier sur les mouvements sociaux. Tu vois, pour revenir sur la mise en grève de 2019, nous, ça s'est joué dans une AG. À aucun moment, enfin 2 heures avant, moi je pensais pas que j'allais faire la rétention des copies du bac. À aucun moment, enfin moi je m'aurais dit mais non, ça n'a aucun sens. Enfin, où on va se faire tous radier. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Puis ça marchera pas, ça sert à rien, etc. Ça peut aller très vite. Ça peut aller en fait très vite, mais le problème c'est qu'il faut être prêt. Et le travail de construction, de savoir ce qu'on veut, quel discours on tient et comment on oriente en quelque sorte ce chaos, ça se fait en amont. Parce que le problème, en fait, ce qu'on observe, et ça a été un des problèmes des Gilets jaunes, c'est qu'au moment où ça tape, entre guillemets, où là il y a quelque chose qui se cristallise, on est obligé à la fois de se battre contre un pouvoir qui est prêt, qui est militarisé, qui a une militarisation élargie. Hein. Je ne parle pas simplement de l'armée. Pour moi, les médias, c'est une forme de la militarisation du pouvoir politique. Donc, eux, ils sont prêts. Et nous, on doit construire, au moment de la lutte, nos propres instruments de légitimation. En 2019, on a dû construire un collectif hors syndicat, parce que le SNES ne voulait absolument pas ce genre de grève carton. Ils ne voulaient surtout pas ça. Ils ont dit, c'est de la folie, vous allez au carton. Donc on a dû construire un collectif autonome de profs de philo non encartés, encartés, syndiqués, pas syndiqués. Donc on a dû faire notre alliage, mais c'est très compliqué de le faire entre guillemets en temps réel, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas une anticipation, si on n'a pas un peu des structures d'accueil, on n'y arrive pas. Et ça c'est un problème en fait. C'est qu'on passe d'une urgence à une autre et on n'a pas ce temps long de la construction. Et je pense qu'il joue sur ça d'ailleurs.
Dans Quartier Populaire, l'idée, c'est d'échanger sur la politique, les enjeux, les solutions avec le public qui participe dans le chat et avec régulièrement des invités comme François Asselineau, par exemple, que j'ai vu dans cette émission. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait à un moment une mise en mouvement, peut-être une structuration de toutes ces idées dans la matière ? Pour l'instant, très honnêtement, on est dans les idées, on est dans l'amorce de quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose à faire. On sent aussi qu'il y a un vide et il y a une demande. Donc voilà, il y a une demande de réflexion, d'analyse, en lien avec le politique. C'est très clair. C'est pour ça qu'on a mis 2017 parce qu'on assume ça. Hein. 2027, on assume ça. Mais rien n'est planifié. Alors souvent les gens croient que c'est planifié, mais non, c'est pas planifié, ça se construit. Et ça se construit en créant une force. Enfin, un mouvement, ça se lance. Ça me fait penser aux gros braquets là, qu'ils mettent sur les pistes pour lancer le vélo, quoi. Il faut énormément de temps en fait, pour partir. On peut pas partir comme ça en sprint, ça n'a pas de sens. Et donc il faut structurer ça. La forme que ça prendra, à mon avis, va évoluer, très probablement. Dans quel sens, je ne sais pas, mais il y a là un terrain d'expérimentation politique et analytique qui me paraît intéressant et il faut continuer, je crois qu'il faut continuer. C'est dur parce qu'évidemment on répond pas à une grille facilement lisible. Mais rien n'est facilement lisible. D'ailleurs, je pense, c'est ce que pense Todd dans la lutte des classes en France au XXIe siècle, à la fin du bouquin, il parle du mouvement Gilets jaunes avec une certaine nostalgie en disant finalement, est-ce qu'on va retrouver un mouvement de ce type-là? Il y a plus à parier qu'on soit face à des émeutes incohérentes et extrêmement striées. On n'aura plus de mouvement pur, ça c'est pas possible. Si on commence à se dire je ne manifeste pas contre le pass vaccinal parce que il y a des ésotériques un peu délirants qui sont contre toute forme de vaccin ou qui sont anti-science, etc. Mais on restera toujours à la maison. Enfin, là, il faut gagner la bataille hégémonique à l'intérieur des mouvements sociaux. Mais ça veut dire les investir. On peut pas se dire, c'est la question qu'on a eue tout à l'heure, hein, je ne participe pas à telle chose parce qu'un tel a pu parler là, je ne manifeste pas à côté d'un tel, etc. On n'aura que des mouvements purs mais minoritaires. Enfin, à la fin, oui, on est 10, quoi. On est 10 avec notre drapeau. Enfin, c'est le devenir minoritaire des mouvements sociaux, mais ça, c'est pas possible. C'est même pas légal. Je suis déjà à découvert, les gars. Je suis déjà à découvert, les gars. 45 heures par semaine. Et je suis à découvert. C'est même pas légal. Je bougerai pas. Je bougerai pas, les gars. Envoie tes gaz. Envoie-les tes gaz. Envoie tes gaz. Envoie-les. Je bougerai pas, mon gars. C'est quoi? Ça pique les yeux, ça pique tous les jours. Ça pique tous les jours, c'est rien ça. Allez, on va s'attaquer maintenant au globalisme, au mondialisme, cette vision qui, à sa simple évocation, vous range tout de suite, tout de go, dans le mot valise complotiste. Davos, Schwab, Harari, dissolution des frontières, nivellement des valeurs, gouvernement mondial. Est-ce qu'il y a derrière tout cela une véritable idéologie ou est-ce une vue de l'esprit, comme semblent vouloir nous en persuader les fact-checkers invertébrés? D'abord, il faudrait resituer les choses très matériellement. Il y a des gens qui ont la capacité financière et économique de se balader sur la Terre entière, de voyager, de prendre l'avion. Et puis, beaucoup n'ont pas cette capacité. Donc déjà, la relation qu'on a au global, elle est liée à nos moyens individuels de déplacement. Ça, c'est très important. Moi, je le vois en particulier avec des élèves qui ont une expérience du monde. Mais en fait, cette expérience du monde, souvent dans les classes bourgeoises, c'est les grandes villes européennes, par exemple. Donc j'ai fait Barcelone, j'ai fait Édimbourg, j'ai fait Madrid, etc., où je suis allé aux États-Unis, toujours dans des grandes villes. Si on leur parle, évidemment, je sais pas, moi, de la Hongrie, Budapest, mais Budapest, c'est une ville, c'est Paris, quoi. Enfin, c'est une ville
J'ai fait du cyclotourisme à Budapest. Quand on sort de Budapest, quand on rentre dans la Hongrie, hein, bon, c'est plus du tout la même sauce, quoi. Donc on a une vision de la globalisation qui est d'abord une vision métropolitaine, avec des grandes villes mondiales, européennes, enfin des grandes villes mondiales, et avec la deuxième idée, c'est l'absence de situation. C'est souvent des gens qui sont pas situés. C'est pour ça que moi, j'avais parlé très tôt des flottants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment d'attache. En fait, ils n'ont pas d'attache, ils ne sont pas situés, et ils voient la situation, le fait d'être attaché à quelque chose, à un lieu en particulier, comme une limitation de leur puissance d'agir. Donc il y a toute une idée que leur puissance vitale, elle s'exporte en quelque sorte, et elle doit pouvoir s'exporter sur la Terre entière. Mais ça, c'est une représentation de l'homme qui correspond pas à l'expérience pratique que les gens font de leur propre vie. Parce que dans nos vies, on est quand même très largement situés. Il y a un discours de la globalisation, mais au quotidien, enfin voilà, on est muté à tel endroit, on vit dans telle ville, on fréquente tel cercle. Bon, on voyage un peu, mais nos vies sont globalement situées. Ça me fait penser à ce que disait Henri Lefebvre sur la critique de la vie quotidienne. Hein, on nous parle de choses extraordinaires, on en parlera de transhumanisme, de transformation de l'homme, etc. Mais globalement, nos vies, il y a des inerties fondamentales. Et en fait, on vit là où... moi, je retourne très souvent à Castres voir mon père. Bon, même s'il y a il y a des gens, oui, qui vivront, qui sont nés à Castres, qui mourront à Castres, qui feront leur vie dans le Tarn, puis voilà. Puis ils sont pas dans la globalisation, ils sont pas... ça ne renvoie un peu à rien. Alors peut-être qu'ils iront un peu à Hammamet faire le tour d'un hôtel avec le chameau ou des choses comme ça, mais globalement, ça ne renvoie à aucune expérience, en fait. Je crois qu'il faut vraiment prendre la globalisation. Il y a un discours de la globalisation et il y a une expérience qui est contraire à la globalisation. Après, qu'il y a un véritable projet politique, ça c'est évident. Et moi, je pense que ce projet consiste en fait à nous dénuder de l'expérience que nous avons de notre situation géographique. C'est-à-dire, on nous retire en fait du sens dans notre incarnation, en quelque sorte, dans ce que nous vivons. Et c'est même vu de façon rétrograde. J'avais montré aux élèves un clip alors je pense pas très bien, c'est Avicii, je crois. Il faisait des clips. Il est mort d'ailleurs, ce jeune garçon, où on voyait. Donc c'est un clip très, on le retrouvera, qui est très très connu, enfin une musique globale planétaire, où on voit en quelque sorte deux jeunes femmes très belles, blanches. Voilà, au milieu des rednecks américains, qui sont des grossiers, des lubriques, sales, mal habillés, concupissants, et donc ils les regardent avec un air concupissant, donc ils sont un peu fachos et réactionnaires. Donc ces jeunes femmes, dans leur nature, en quelque sorte, elles sont en porte-à-faux dans le lieu qu'elles habitent, et donc leur seule issue, c'est monter sur un cheval et aller dans la grande ville. Aller dans la grande mégapole. Alors là, il n'y a pas de bagnole, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a une énorme partie, une énorme fête, en fait, avec que des gens beaux. Ils sont tous marqués, ils ont tous un tatouage marqué, donc ils se reconnaissent par un signe d'identification. Et là, ils font la fête, ils sont entre eux, ils sont beaux, ils sont tolérants, ils sont tout ce qu'on veut. Ils se respectent, ils respectent toutes les minorités, toutes les différences. Et ça, c'est des représentations, c'est une représentation parmi d'autres, hein, mais c'est des représentations qui sont mondialisées. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les pouilleux locaux situés, alors ça peut être les rednecks, ça peut être les gilets jaunes, ça peut être je sais pas quoi, ou les paysans, les paysans de Puylaurens, qui eux sont situés réactionnaires, etc. Et nous, on est dans la pensée globale, on s'aime, on est une espèce d'œcuménisme généralisé. Et ça, c'est des représentations qui sont pas théorisées, en fait. Il n'y a pas de livre vraiment qui théorise ça. Par contre, les images qu'on nous propose et qu'on nous inflige, en fait, en permanence, sont globalisées. La troisième chose, c'est la question de l'hégémonie. Alors j'aimerais faire juste une petite distinction conceptuelle que je trouve hyper intéressante. C'est une distinction que Baudrillard reprend très souvent, où il distingue justement la domination et l'hégémonie. En fait, il dit, dans des situations de domination, il y a encore une place pour l'adversité. C'est-à-dire, on peut faire droit à sa position face à la position du dominant. Je prends un exemple, si tu joues aux échecs contre quelqu'un qui est plus fort que toi, et c'est pas non plus un grand maître international, tu vas probablement perdre la partie, mais tu vas jouer, il y aura une partie d'échecs. Tu vas te battre, puis à un moment donné, tu te diras, peut-être que je peux quand même faire match nul, je peux faire quelque chose. Ça, c'est la domination. L'hégémonie, non. L'hégémonie, si tu joues Carlsen, tu perdras 1000 fois, il n'y aura pas de match, il pourra même faire le match à 2 grammes, il pourra même s'amuser en même temps, aller dans la piscine, tu perdras. L'hégémonie, il n'y a pas de conflictualité. Et en fait, le gros problème, il est là. C'est qu'on est passé une situation de domination où les puissances locales avaient encore une possibilité de se dire, alors ça peut être la région, ça peut être l'État aussi, la nation, à une situation
hégémonique, où en fait, la seule résistance à l'hégémonie, si tu veux plus jouer, tu prends l'échiquier, tu le fous en l'air. En fait, tu fais du terrorisme. C'est-à-dire, tu casses les règles, en fait. Tu peux pas jouer à égalité, en fait. Donc, tu casses les règles. Et je crois que on nous met dans une situation où la globalisation, devenue le discours hégémonique, c'est une mondialisation par le vide qui nous met dans une situation d'impossibilité dialectique. C'est-à-dire que dialectiquement, on peut pas se situer. En fait, on peut plus se situer. Et donc, il y a une sorte de surenchère de violence qui sert le projet hégémonique. Et ça, là, je pense, ça rentrait évidemment dans des questions de complot ou quoi que ce soit, qu'il y a une stratégie d'empêcher la construction locale de résistance à la globalisation hégémonique. On dénude pour empêcher la construction, évidemment, de résistance. Ça c'est certain. Donc, qu'il y ait une stratégie, moi, j'en suis absolument convaincu. Et que, évidemment, ça produise aussi des délires globalistes ou complotistes, c'est presque fatal, quoi. Il y a une telle concentration du pouvoir. Forcément, ça fait délirer. Mais complot, ça veut rien dire. Moi, très souvent, les élèves, je leur dis, théorie du complot, ça veut rien dire. Le complot, c'est l'entente d'individus autour d'un intérêt stratégique commun. Bien sûr qu'il y a des complots. La question, c'est est-ce que les complots sont vrais ou faux? Il y a des complots vrais, il y a des complots faux. Mais dire c'est du complotisme, c'est débile. Ça n'a aucun sens, en fait. Puisque le complot, c'est une entente. D'ailleurs, Castoriadis disait il vaut mieux parler de conspiration. C'est mieux, parce que conspirer, c'est souffler ensemble. Je sais pas, tel journal ne parlera pas de tel individu, mais il n'y a même pas de comité de rédaction ou de comité de décision. On le sait. On sait que ça, c'est pas, voilà, ça conspire ensemble, ça souffle dans la même direction. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait voir les choses. Mais le complotisme, c'est la défaite de la pensée. Enfin, c'est une misère. D'ailleurs, il suffit de 10 minutes à des élèves un peu structurés pour qu'ils comprennent que la théorie du complot, quel complot, ça veut rien dire. On est dans un mouvement de l'histoire où les limites se dissolvent. On rêve d'enlever les frontières. Je veux dire, les sociétés transnationales, le capitalisme a été le premier à traverser les frontières. On rêve alors il y a ce problème du transgenre, on dissout les frontières entre le monde du féminin et du masculin. On dissout aussi les frontières entre l'onirique et le réel, c'est tout le métaverse. On dissout les frontières entre et puis il y a aussi d'autres dissolutions de frontières où on a de plus en plus d'expériences d'éveil spontané, c'est-à-dire les NDE, que j'évoquais tout à l'heure, c'est une dissolution de frontières entre le visible et l'invisible. Sauf que si on ne fait que dissoudre les frontières sans avoir une carte de géographique, on va aller très mal. Parce que la dissolution en physique, ça s'appelle de l'entropie. L'entropie, c'est la mort. C'est-à-dire la disparition des différences, c'est la mort. Ce canapé, si je le laisse assez longtemps dehors, sans m'en occuper, il va retourner à des petits morceaux de canapé et part partout. Donc il va perdre son organisation, il va perdre sa structure. Et le monde dans lequel on se dirige, qui est une espèce d'idéalisme de la dissolution des frontières, est un monde qui conduit à la mort. Si derrière, on n'a pas les niveaux de réalité, la conscience des niveaux de réalité. Donc la dissolution des frontières, ça ne veut pas dire tout mélanger, ça veut dire tout relier par un dialogue intelligent. Vous venez d'entendre un extrait de l'entretien que j'ai réalisé avec Luc Biget pour Calreco, extrait que vous pouvez retrouver sur la chaîne et sur les plateformes de podcast. Luc Biget, symboliste, spécialiste de la mythologie et accessoirement un chercheur en biologie dans ses jeunes années. Donc j'ai fait entendre cet extrait à Harold en lui demandant d'y réagir avec cette question: s'il y a une idéologie globaliste, quels en sont les enjeux ? La question, enfin, c'est si tu reprends la question de l'autonomie, le vrai problème, en fait, c'est pas la limite ou l'absence de limite, c'est qui fixe la limite. C'est qui se donne une limite. Finalement, on se donne toujours des limites, mais qui se les donne? Et ce qu'on observe, c'est qu'on est dépossédé de notre propre pouvoir d'instituer nos limites. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'autonomie s'il n'y a pas ça. La question, c'est qui me donne la limite? Et
ce qui est très intéressant, c'est que finalement la mainmise de l'expertologie scientiste sur les processus plébiscitaires démocratiques fait en sorte de nous dire vous ne pouvez pas vous-même poser la limite, vos propres limites. Les limites seront posées du dehors. Ça, c'est très intéressant parce que ça recoupe la question qui était posée dans les années 50 dans la foule solitaire, justement, par un sociologue américain, qui expliquait que qu'est-ce qui nous déterminait ? Est-ce qu'on était déterminé de l'intérieur ou de l'extérieur ? Est-ce que nos limites sont fixées par des processus qui nous échappent, qui sont externalisés en quelque sorte, ou est-ce qu'on est capable d'avoir notre propre puissance d'autonomie ? En fait, est-ce qu'on est vraiment des sujets, au sens où on peut poser notre propre limite ? Et en nous dénudant, et là je suis absolument là aussi d'accord avec Todd et Ehrenberg en particulier dans la fatigue d'être soi, on n'a pas tellement affaire à des individus narcissiques ou des individus tout-puissants, on a affaire à des individus de plus en plus faibles sur la capacité de poser leurs propres limites. Moi, je le vois par exemple même dans l'éducation nationale, avec les élèves. On a des élèves réfractaires. Moi, je trouve que j'ai des élèves de plus en plus faibles sur leur propre capacité à être des sujets. Et donc, ils sont assez passifs, finalement. Alors, ils peuvent être passifs-agressifs, au sens où, évidemment, la passivité peut créer de l'agressivité, mais ça n'a rien à voir avec une auto-affirmation subjective, de dire « moi, je suis là, je suis à cet endroit-là ». En fait, ils sont nulle part. Et donc, cette capacité de se donner sa propre limite, qui était quand même au cœur de l'humanisme, parce que lorsque Kant, justement, parle de la limite, hein, il différencie bien les limites que l'on se donne et les limites objectives. Il n'en était pas évidemment au transhumanisme et à penser qu'on pourrait transformer indéfiniment le corps humain. Mais il y a des limites qui sont en fait ultimes, enfin des limites réelles, et il y a des limites que l'on se donne. Et le problème, c'est qu'on a dénudé l'homme de sa capacité à se donner ses propres limites. On l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire que on le voit même dans le corps médical, où des médecins, j'ai un de mes meilleurs amis qui est médecin, et il était outré par le fait qu'on l'a dépossédé de sa propre puissance d'auto-institution. De dire, en fait, je suis médecin, j'ai fait des études, bon, et j'ai un regard sur la maladie, et donc je peux savoir si c'est pertinent de vacciner un enfant de 12 ans dans telle situation pour aller faire piscine, ou ce n'est pas pertinent, ou le risque, en fait, ne couvre pas, ça va pas, et c'est à moi de décider. Et donc, dans tous nos métiers, dans toutes nos pratiques, on est dénudé de notre capacité d'auto-limitation. Ça, à mon avis, c'est absolument fondamental. Et ça, c'est très spirituel. C'est très spirituel, puisqu'il n'y a pas de sujet autonome sans ça, sans cette capacité-là. Et donc, cette capacité, au nom de l'expertologie, on la situe dans des champs experts, en quelque sorte. Et donc, on nous retire ça. Et la dernière chose, à mon avis, il y a aussi un rapport. Alors, c'est intéressant que tu poses cette question, parce que c'est un peu ce que j'ai pu retrouver chez Beignet, lorsqu'il travaille sur le transhumanisme, c'est la question du tragique. C'est-à-dire que le problème, c'est que, oui, la vie est tragique, au sens où, pour donner du sens aux choses, il faut accepter la limite du sens. Enfin, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas une limite du sens, et s'il n'y a pas une limite absolue. Et donc, la mort nous libère aussi, et nous donne la capacité de nous situer. En éliminant notre propre finitude, ou en cultivant le rêve d'une sorte d'infinitude de l'homme, en fait, on le tue, quoi. En fait, on l'extermine. Hein, Baudrillard disait souvent, l'homme est exterminé, au sens où exterminé, c'est-à-dire qu'on le prive de sa capacité à se terminer lui-même, à être acteur de sa propre fin. Alors, en fait, donc on le définalise totalement, quoi. Et ça, pour moi, c'est un enjeu politique majeur que tu retrouves partout. Pourquoi, dans le fond, le néolibéralisme empêche tout ce qui va être assemblée, collectif, AG, même dans le cadre du travail? Parce qu'ils ne veulent pas de l'auto-institution. Et ils vont dire, vous allez faire n'importe quoi. Vous êtes... et donc, c'est le parti de l'ordre. En fait, c'est un ordre complètement a priori qui pèse et qui empêche aux gens de se situer eux-mêmes. Donc, à la fois, ils sont passifs, et puis, quand ils sentent que c'est trop, là, ils deviennent violents. En fait, là, ils cassent tout, quoi. En fait, donc ils cassent tout. Mais se casser tout n'est pas une auto-institution, pas du tout. Et c'est pas non plus de recherche de limites. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, au cœur de la question politique aujourd'hui, quoi. La peur, en fait, de cette auto-institution. Le problème n'est pas simplement que les gens
qui avaient fait des études supérieures ont commencé à se penser vraiment supérieurs, ce dont personnellement je doute de plus en plus. Je doute les plus grands doutes sur la capacité de l'éducation supérieure à définir des gens vraiment supérieurs. Mais c'est que ce monde des éduqués supérieurs a pu se mettre à vivre en vase clos. Si vous êtes dans une société où vous avez 1% de gens qui ont fait des études supérieures, qui peuvent écrire des livres, s'ils veulent avoir des lecteurs, il faut parler à tout le monde. On ne peut pas mépriser l'ensemble de la population quand on est une toute petite élite culturelle, paradoxalement. Les romanciers doivent parler à tout le monde. Ils doivent parler de la réalité du monde social. Mais si vous avez un tiers de la population qui est pris dans ces révolutions culturelles, libérales, très sympathiques par ailleurs, et que j'approuve, et ben vous allez avoir une culture qui ne s'intéresse plus de façon nombrilique qu'à ce milieu-là. Vous allez avoir un phénomène de renfermement sur lui-même d'une partie de la société. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et alors, au bout du bout, vous aurez l'enfermement sur lui-même de l'autre bout de la société. Donc vous aurez, par exemple, dans un cas d'un pays comme la France, vous aurez l'enfermement sur lui-même des électeurs du Front National. Alors vous l'avez peut-être noté si vous avez écouté l'épisode précédent avec Maxime Fourne, l'épisode de rentrée sur le développement dangereux de l'IA. Eh bien, cette saison, nous sommes moins généreux. Oui, pour pas mal de raisons, nous avons décidé de ne proposer qu'une partie de nos entretiens sur YouTube et sur les plateformes de podcast parce que c'est important pour nous de constituer ailleurs une petite communauté qui a envie de nous suivre et peut-être de faire un pas de plus avec nous en s'abonnant donc à notre profil Patreon. Vous y trouverez là-bas l'entièreté des entretiens que nous réalisons. Celui-ci, par exemple, avec Harold, a duré 2 bonnes heures. Et si vous nous rejoignez donc sur Patreon, vous aurez accès à l'intégralité de cette interview. On y parle de philo, car Harold Bernat est philosophe, matérialisme, idéalisme notamment. On abordera aussi avec Harold la période Covid, la question du transhumanisme et le progressisme à tout prix, cher à la gauche et parfois non souhaitable, et beaucoup d'autres sujets. Mais de suite, je vais quand même vous proposer, pour conclure ici, je vous propose donc la réponse d'Harold Bernat à ma question rituelle, car voilà, pour ceux qui nous suivent, vous savez que j'écris une fiction et un spectacle de science-fiction, et mon héros, Cal Reco, vit en 2096. Alors je vais piquer des idées de prospective chez mes invités, et donc la question que je leur pose est la suivante. Nous sommes en 2096, comment l'humanité a évolué sur le plan civilisationnel, sur le plan philosophique, économique, sur le plan écologique, sur le plan spirituel, scientifique, politique, etc., etc. Et voici pour conclure la réponse d'Harold. 2096, alors c'est en fait, c'est marrant parce que quand on réfléchit à ça, il faut imaginer la trajectoire. Quelle peut être la trajectoire ? Je pense qu'à l'échelle planétaire, on n'aura pas la sagesse, on n'a pas atteint ce stade-là, on n'aura pas la sagesse collective pour éviter la catastrophe. J'y crois pas. Je pense qu'il y aura un après la catastrophe, et pour moi, la catastrophe, elle sera démographique. C'est-à-dire, je pense, si je me projette, qu'il y aura une réduction drastique de la population humaine.
Il y aura très probablement des zones qui aujourd'hui sont habitables qui ne seront plus. Donc il y aura des parties entières pour moi de la Terre qui seront mortes, tout simplement. Avec des migrations évidemment auxquelles il faudra faire face, des famines terribles, et que tout le projet finalement scientifique et on va dire transhumaniste va se fracasser là-dessus. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une humanité, je sais pas, peut-être à 1-2 milliards d'hommes sur la Terre, dans des zones probablement très réduites, enfin en tout cas des zones de vie réduites. Ça, c'est probablement la trajectoire, et où il faudra inventer des modes de socialisation qui permettront de tenir, de vivre humainement. Et donc, ça veut dire, à mon avis, non pas du tout une espèce de futurisme comme ça technologique, mais un retour à des sagesses ancestrales, avec évidemment une survie de technique, évidemment. On aura de la technique, on aura des moyens probablement de vivre dans ces zones-là. Mais je vois ça comme ça. Je vois plutôt une survie philosophique de l'humanité qu'une survie technologique. Mais je pense qu'on n'évitera pas l'effondrement, le grand effondrement. Ça c'est très probable. Ouais. Je vois pas trop d'autres trajectoires. C'est pas en soi, c'est pas très pessimiste, mais comment dire ? Je pense qu'il faut se préparer. Si on veut transmettre quelque chose, la trajectoire est longue, et le travail qu'on fait aujourd'hui est un travail qui prépare cet après. C'est très important que ça vienne de loin, en fait. Que les hommes comprennent, peut-être là tu me parles de 80 ans, que au début du 21e siècle, il y avait déjà, que c'est un problème qui vient de loin, que c'est pas lié à tel événement particulier qui a précipité la chose. C'est qu'en fait, la trajectoire, elle est très ancienne. Donc ça, je pense que là, il y a un vrai travail de transmission, c'est évident. Après, ce qui m'inquiète sur les générations, on va dire, parce que moi j'ai mon fils qui est né en 2003, là, moi, j'ai des élèves maintenant qui, ils sont de 2000, ça fait quoi, 2008, 2009 ? Ils sont... ça crée, en fait, de la résignation. Ça crée de la démoralisation. Ça crée du renoncement. Et ça, c'est pas bon. Ça, j'essaie toujours de leur dire, c'est pas bon. Par exemple, ils me disent, oui, mais en 2050, par exemple, il y aura plus de retraite, etc. Il y aura plus... Je dis, non, il y aura ce que vous construirez. Enfin, ça sera le résultat de vos actions aujourd'hui. Et ça crée de la démobilisation. C'est pour ça que j'aime pas trop la logique du collapse comme horizon politique, parce que je trouve que ça crée de la résignation. Voilà. Je pense qu'on a à transmettre. Il y aura de l'humanité en 2096, il y aura des hommes, il y aura de l'amour, il y aura du beau, il y aura de la sagesse, il y aura de la vertu. Le monde sera probablement très différent, mais il y aura ce qu'on aura transmis. Et moi, j'insiste quand même beaucoup là-dessus, sur la transmission, c'est très très important. Parce qu'il ne faudrait pas quand même que cet horizon un peu sombre nous dise, ne transmettons plus, quoi. Là, ce serait pire que tout, quoi. Voilà. Eh bien, nous y voici. Pour ceux qui veulent poursuivre, nous vous attendons de pied ferme sur Patreon, où pour quelques euros, vous aurez accès à tout le contenu de Calreco, les entretiens complets, mais pas que, et évidemment celui-ci avec Harold. Vous pouvez aussi juste vous y rendre sur Patreon pour voir. Et puis nous sommes également sur Insta, sur Twitter, où vous pouvez nous rejoindre.
Je remercie Harold Bernat pour ce chouette moment passé en sa compagnie. Ce fut instructif et passionnant. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite de chercher et de trouver le sens dans chacun de vos gestes. On se retrouve donc bientôt. D'ici là, reste conscient, reste serein et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.